Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Dimensionner une charpente métallique et vérifier sa conformité sur Robot Structural Analysis. Je me présente, je m'appelle Fadi Abdjouneid, je suis ingénieur d'application BIM Civil et Structure chez REFSA et je suis ingénieur structure de métier en béton armé et charpente métallique depuis plus de 15 ans. Donc, le programme de ce webinaire, on va démarrer d'abord à présenter la méthodologie de dimensionnement d'une charpente métallique avec le logiciel Robot Structural Analysis. Et ensuite, à la fin, je présenterai les nouveautés du logiciel pour la version 2024. Donc, pour la première partie, on abordera le dimensionnement des profilés et un calcul d'un assemblage. Et puis, pour la deuxième partie, j'aborderai l'amélioration du lien Revit-Robot et les mises à jour des normes. Donc, comme je l'ai dit au début, je travaille pour la société REFSA. Donc, c'est une société partenaire d'Autodesk depuis 30 ans, plus de 30 ans qu'elle est partenaire d'Autodesk. Donc, on assure une partie formation, une partie de développer le BIM dans les sociétés qui nous sollicitent. Et on a des agences à Paris, à Lyon, à Tunis, à La Rochelle. Et on assure aussi la partie assistance technique concernant le BIM et les logiciels d'Autodesk. Donc, je démarre avec la démarche de dimensionnement d'une charpente métallique sous robot. Donc, lorsqu'on lance le logiciel Robot Structural Analysis, on choisit un gabarit. Donc, première chose, suivant le type de structure, on va pouvoir définir un gabarit qu'on va choisir. Et le gabarit, c'est lui qui, suivant le gabarit, on a un nombre de degrés de liberté. Genre, par exemple, si je choisis une charpente métallique en 2D, j'aurai 2 degrés de liberté en translation, 1 degré de liberté en rotation. En 3D, ça sera 6 degrés de liberté, 3 en rotation, 3 en translation. Donc, l'importance du gabarit, elle se pose là. Et une fois que je lance le logiciel robot, je peux définir dans les préférences de la tâche mes réglages, que ce soit les unités. Donc, pour mes dimensions, je peux utiliser les unités que je veux, le mètre, le centimètre, pour les forces, le kilonewton ou le tonne. Donc, je peux choisir mes unités, je peux choisir mes matériaux. Donc, ce qu'on conseille, c'est ne pas utiliser l'option français, mais utiliser Eurocode pour pouvoir utiliser des matériaux conformes à la réglementation européenne. Et là, je peux définir mon acier. Par exemple, je définis un acier de nuance S235. Pour le béton, je peux définir un béton C2530, 25 la résistance cylindrique, 30 c'est la résistance cubique. Ça dépend du pays européen s'il fait la résistance d'une éprouvette cylindrique ou cubique. Et je définis aussi mes catalogues parce que dans Robot, nous avons les catalogues qui sont déjà intégrés. Donc les catalogues par exemple de l'OTUA, il est déjà intégré. Il contient les profilés les plus fréquents, les HEA, les IPE, les HEB, les HEM. Donc on peut les utiliser directement et on peut définir sous Robot les normes de conception. Donc on voit bien qu'on a les normes à l'Eurocode qui sont disponibles, donc on peut les choisir. On peut choisir aussi les normes pour l'application des charges. On peut définir notre analyse structurelle. Et une fois qu'on a fait ça, on peut démarrer le projet. Donc là, je vais illustrer tout cela. Donc au début, je vais choisir un gabarit structurel de type portique 3D. Ensuite, je vais aller aux préférences de la tâche et choisir mes différentes unités pour les forces, les dimensions. Je choisis mes matériaux. Vous voyez là, je choisis par exemple un matériau de type S235. Le béton, même si j'en ai pas, mais au cas où j'utilise du béton, je peux définir aussi le type de béton. Je peux choisir mes normes de conception. Là, j'ai choisi les normes européennes. Et ensuite, je peux valider les normes européennes, que ce soit pour les charges ou la conception, avec la touche OK. Et dans ce cas-là, je peux
commencer à définir mes lignes de construction. Donc les lignes de construction se font définir à travers l'onglet structure. Donc on peut définir mes axes et je peux définir aussi mes barres avec la même commande, avec le même onglet structure, la commande barre. Donc concrètement, on peut lancer à partir des raccourcis à droite la commande ligne de construction et là je vais définir mes lignes en X, en Y et en Z. Donc là, je définis mes lignes de construction qui vont me servir à leur intersection d'accroche pour pouvoir dessiner ma structure en charpente métallique. Donc là, je donne les coordonnées en Y en ligne de construction. J'ai choisi les libellés A alphanumérique pour Y, numérique pour X, et ensuite j'introduis les coordonnées de mes différentes lignes de construction en valeur pour Z. Donc je vais introduire deux lignes de construction sous Z, le 0 et 7 mètres. Une fois que j'ai fini, j'applique mes réglages. Là, je vois mes lignes de construction. En cliquant sur la maison, je me mets en mode 3D. Une fois que j'ai défini mes lignes de construction, je peux définir mes sections. Donc, je peux définir mes sections avec mes profilés de barres. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir accès au catalogue OTUA. Là, je vais pouvoir définir mes sections HEA via robot. Donc, concrètement, ça se passe à travers le raccourci section profilé. Donc, avec les profilés, je peux effacer déjà les sections qui sont déjà prédéfinies. Ensuite, je peux définir les profilés que j'utiliserai pour mon projet. Je vais choisir le H, le symétrique. Et dans le H, je choisis le profilé HEA. Et là, je vois que j'ai accès à différents HEA. Je vais ajouter le HEA 240. Et ensuite, j'ajoute le HEA 300 pour mon projet. Donc, a priori, je vais travailler avec ces deux profilés pour ma modélisation. Une fois que j'ai fini de définir mes sections, je peux passer à l'étape suivante qui est la définition de mes barres. Donc, je vais me mettre dans le plan XY et à la hauteur 7 mètres. Et ensuite, je vais dessiner mes poutres à cette hauteur-là dans le plan XY AZ égale 7 mètres. Donc, je vais choisir mes HEA 300 pour dessiner mes poutres. Comme vous le voyez là, c'est assez simple à faire. Donc, le logiciel robot, c'est un logiciel vraiment très intuitif, très simple à utiliser. Ça explique pourquoi il a du succès depuis toutes ces années-là. Surtout pour la charpente métallique, vraiment, il est très bien, à mon goût. Et là, je suis en train de dessiner mes barres HEA 300 pour les poutres. Ensuite, je vais pouvoir dessiner mes poteaux. Donc, je choisis des poteaux HEA 240. Je vais dessiner 4 poteaux pour cette structure-là. Donc là, pour le besoin pédagogique, je n'ai pas pris une structure compliquée, mais une structure simple pour comprendre le principe d'utilisation de robots pour la modélisation et le calcul des charpentes métalliques. Je peux visualiser les barres avec un code couleur. Donc là, si je choisis la légende par couleur, je verrai deux couleurs, le jaune pour la HEA 300 et le vert pour les poutres et le vert pour les poteaux. Ensuite, je peux ajouter mes conditions d'appui. Je vais appliquer des encastrements au pied de chaque poteau. Une fois que j'ai fini de définir mes appuis, je peux passer à l'étape suivante qui est la définition des relâchements des barres. Donc, pour définir les relâchements des barres, on peut aller dans l'onglet structure et on peut choisir le relâchement qu'on veut et ça permet d'avoir par exemple des articulations aux extrémités des poutres
Et du coup, concrètement, là, je vais désactiver le dessin des profilés. Donc, pour le faire, il suffit de cliquer sur la commande profilé en bas et là, je vais pouvoir visualiser mes relâchements. Donc, une fois que j'applique la visualisation des relâchements, je vais lancer la commande structure relâchement. Donc, l'onglet structure, la commande relâchement. Ensuite, je vois que j'ai le relâchement articulation de part et d'autre pour un élément et je vais pouvoir sélectionner via la fenêtre de sélection mes poutres. Donc, je choisis de sélectionner tous les profilés HOA 300, ce sont mes poutres. Et du coup, ce sont les poutres 1 à 8. J'applique la sélection. J'applique les relâchements à la sélection et je vois que maintenant j'ai toutes mes poutres qui sont relâchées aux deux extrémités avec un relâchement de type articulation. Une fois que j'ai défini mes relâchements, je peux commencer à définir mes cas de charge. Donc les cas de charge se font avec l'onglet chargement du logiciel robot. Je peux définir les numéros, les types, le nom de la charge et je verrai la création des charges une par une. Donc concrètement, il suffit de cliquer sur cas de charge. Ensuite, je vais pouvoir appeler la première charge G, une charge permanente, je l'ajoute comme cas de charge, puis je vais définir un deuxième cas de charge, une charge par exemple d'exploitation, donc Q1, et je choisis la nature de cette charge comme une charge d'exploitation, puis je vais ajouter un troisième cas de charge Q2, donc ça sera mon troisième cas de charge de type exploitation. Une fois que j'ai fini de définir mes cas de charge, je peux commencer à définir des nœuds qui vont me servir à appliquer des charges concentrées. Donc je vais ajouter 4 nœuds sur mes poutres pour pouvoir définir mes charges concentrées. Donc là, j'ai ajouté les 4 nœuds. Une fois que j'ai ajouté ces 4 nœuds, je peux passer à la définition des chargements. Donc sous robot, on peut définir des charges nodales, des charges sur toute la longueur d'une poutre et des charges surfaciques pour des éléments surfaciques. Bien sûr, si on veut le faire, il suffit de choisir pour la charge, là où on va appliquer la charge. Par exemple, pour une barre, on peut choisir une charge uniforme, une charge trapézoïdale. On a différents types de charges. On rentre les valeurs et on peut, dans ce cas-là, définir les charges. Concrètement, sur le logiciel robot, il suffit par exemple de définir d'abord le cas de charge pour lequel on va appliquer les chargements. Je clique sur définir les charges. Là, je vais appliquer mes charges nodales, par exemple sur les nœuds que je viens de créer, et je vais les appliquer, par exemple, aux différents nœuds. Donc, on le voit, à chaque fois que j'applique une charge, elle s'affiche. Et une fois que j'ai appliqué cette charge-là aux 4 nœuds, ça sera intégré dans le cas de charge permanent. Ensuite, je peux bien sûr afficher la valeur de ces charges. Donc là, on voit bien que c'est moins 10 kN. Et puis, je peux passer à la définition des charges d'exploitation. Donc, je choisis le cas de charge d'exploitation. Ensuite, je vais définir des charges d'exploitation de type nodal. Donc là, je vais prendre une valeur de 75 kN à chaque nœud. Donc les mêmes nœuds où j'ai défini les 10 kN de charge permanente, je vais définir 75 kN en charge d'exploitation concentrée pour le cas de charge Q1. Une fois que j'ai fini le cas de charge Q1, je passe au dernier cas de charge Q2 pour montrer la possibilité de définir par exemple une charge d'exploitation repartie sur un élément linéique. Donc là, je prends 3,5 vers le bas kN par mètre et je vais choisir de l'appliquer à toutes les poutres. Donc je choisis les poutres HEA 300, donc ce sont les poutres 1 à 8. Et ensuite, je peux appliquer cette charge répartie. Donc une fois que j'applique, je verrai la visualisation de mes charges réparties pour le cas de charge Q2. Et là, j'ai fini de définir mes charges pour chaque cas de charge.
Et Robot nous offre la possibilité de faire les combinaisons automatiques. Donc, on peut choisir de faire les combinaisons automatiques sous Robot. Et dans ce cas-là, il va les générer automatiquement. Donc, on peut le faire manuellement, mais automatique, ça va plus vite, surtout si on a beaucoup de cas de charge. Donc, il suffit d'aller dans la combinaison automatique. Là, je vois que j'ai 20 combinaisons. Et il suffit d'aller dans l'onglet avancé, vérifier les différentes options. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 3 cas de charge. Je génère là mes combinaisons automatiques et je peux, dans ce cas-là, lancer mes calculs pour pouvoir exploiter les résultats. Donc là, une fois que les calculs sont faits, on peut passer à l'étape qui est le dimensionnement de ma charpente métallique. Donc, le dimensionnement se fait avec l'onglet dimensionnement. Et comme je suis en charpente métallique, je vais choisir le dimensionnement de mes barres en acier. Donc, concrètement, lorsqu'on veut dimensionner, il est conseillé de choisir, de définir les familles. Et les familles vont nous servir à choisir un spectre de profilés. Par exemple, si je choisis d'avoir un spectre large de profilé HEA, eh ben, Robot, il est capable de choisir quel profilé correspond le mieux, de façon optimale, à mes calculs. Donc, on va voir la démarche sur notre exemple. Eh ben, je lance depuis l'onglet dimensionnement, le dimensionnement des barres en acier. Une fois que c'est lancé, je peux déjà créer ma famille, si je veux. Donc, je vais créer une première famille pour mes poteaux. Donc, je peux choisir de sélectionner tous les HEA 240. Donc, une fois que je sélectionne les HEA 240, ce sont les éléments 9 à 12. Là, ils sont tous sélectionnés. Je peux les copier dans ma liste de pièces pour ma première famille. Ensuite, une fois que j'ai défini ma liste de pièces pour la famille 1, je peux choisir le spectre de dimensionnement. Donc, je vais choisir dans le catalogue OTUA les profilés HA. Donc là, si je veux dimensionner mes poteaux, je peux utiliser le spectre que j'ai choisi. Et bien sûr, je peux donner un nom à ma famille. Donc là, le nom de la famille, il est 1, mais je peux le changer en poteau. Donc, comme ça, j'aurai défini ma première famille poteau que je peux dimensionner. Je peux faire la même chose pour mes poutres. Donc, je vais créer ma famille poutre. Ce sont les éléments 1 à 8. Je vais renommer la famille en poutre. Et ensuite, je vais vérifier que j'ai bien le spectre que je souhaite. Donc, je vois que j'ai déjà le spectre de HEA qui est défini. Donc, je vais utiliser ce spectre-là. Et une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer ma deuxième famille. Donc là, j'ai créé 2 familles. Donc, je peux commencer mon dimensionnement. Donc, lorsqu'on dimensionne, on peut commencer par une approche de type vérification des pièces. Donc, la vérification sous Robot se fait à l'état limite ultime et l'état limite de service. On peut choisir les combinaisons pour, pour faire les vérifications réglementaires à l'Eurocode. Et dans ce cas-là, Robot, il va nous dire quels sont les éléments qui passent et les autres qui ne passent pas. Avec OK, ça passe. Avec la croix rouge, ça ne passe pas. Et on peut même éditer les résultats de façon détaillée. Et on verra les articles de l'Eurocode. C'est l'Eurocode 3, évidemment, pour la charpente métallique. Et dans ce cas-là, on va pouvoir dimensionner les éléments, par exemple, qui ne passent pas. Donc là, par exemple, je vais lancer une première vérification. À partir de vérification des pièces, je vais choisir la combinaison de l'état limite ultime. Donc, ça sera la combinaison 4. Ensuite, je choisis la combinaison pour l'état limite de service. Donc, ça sera la combinaison 7. Et là, je peux lancer la vérification pour l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, avec la commande calculer, il va calculer tous mes profilés et les vérifier à l'ELU et l'ELS. Et je vois par exemple que les poutres 5 et 6 ne passent pas
leur taux de travail, c'est de 1,2. Donc, le taux de travail, il est dépassé de 20%. En cliquant sur l'un des éléments, je peux voir les résultats détaillés pour cet élément-là. Donc, on a des poutres qui ne passent pas. Les poteaux, ils passent, mais les poutres, certaines poutres ne passent pas. Donc, dans ce cas-là, on peut cibler la famille poutre pour le dimensionnement. Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on fait du dimensionnement, là, on ne peut pas dimensionner à l'œil nu et à l'œil laisse en même temps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dimensionne à l'état limite ultime ou à l'état limite de service. C'est à nous de choisir à quel état limite on dimensionne. Et ensuite, on vérifie à l'autre état limite pour lequel on n'a pas dimensionné. Voilà l'approche, comment elle se passe. Et une fois qu'on a lancé le dimensionnement, eh ben, j'aurai par exemple les profilés qui passent. Donc là, on voit OK, c'est le profilé qui passe. La flèche vers le bas qui est en vert, il passe, mais avec une marge. Donc, et la flèche en rouge, il ne passe pas. Donc, on est au-dessous des exigences. Donc, concrètement, pour notre exemple, si je lance le dimensionnement, je choisis de dimensionner la famille des poutres, parce que c'est là où il y avait des poutres qui ne passent pas. Et ensuite, je vois que c'est bien la famille 2. Je choisis par exemple de dimensionner à l'œil nu. Je fais le calcul. Je vois que les HEA, initialement, c'était des HEA 300 qui ne passaient pas. Le HEA 340, il passe avec un taux de travail de 0,91. Et je peux changer directement, avec changer tout, les profilés. Donc là, les profilés de toutes les poutres, ils sont passés de 300 à 340 sous robot. Donc, je peux cliquer là et je vois les résultats détaillés pour la famille. Et une fois que j'ai fait ça, je vais relancer les calculs parce qu'on a changé les profilés. Donc, il est conseillé de relancer les calculs avant de passer à la vérification à l'ELS. Parce que, comme les poutres, elles sont plus grandes, il y a une redistribution des efforts. Et là, on voit bien que toutes les poutres, elles passent largement lorsque on lance la vérification. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape assemblage. Donc, pour les assemblages, on peut sélectionner sous robot les éléments à assembler. On a une bibliothèque des assemblages sous robot. La démarche, elle est assez simple. Donc, il suffit par exemple de lancer dans l'onglet dimensionnement des assemblages en acier. Et dans ce cas-là, je peux choisir les éléments à assembler. Donc là, j'ai sélectionné la poutre et le poteau. Je lance la création de mon assemblage. Une fois qu'il est créé, je peux lancer sa vérification. Donc, pour pouvoir le vérifier, il suffit. Donc là, je peux voir le schéma de l'assemblage. Donc ça, c'est le schéma qui est généré par robot. Je vais vérifier l'assemblage pour voir s'il passe. Et là, je vois qu'il ne passe pas. Le ratio, le taux de travail, c'est de 27%. Je peux éditer la note de calcul à l'Eurocode. Donc, je vois toutes les exigences de l'Eurocode. Je vois aussi les exigences qui ne sont pas vérifiées. Et je vois le taux de travail de l'assemblage. Donc, cet assemblage-là, tel qu'il a été paramétré, ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a un travail de reparamétrage de l'assemblage. Donc, je vais pouvoir le reparamétrer. Et dans ce cas-là, je reviens à la fenêtre de l'assemblage. Donc, je vais double-cliquer sur l'assemblage et avoir l'éditeur de l'assemblage. Je vais renforcer mes cornières. Donc, je vais choisir une cornière plus grande, avec plus grande épaisseur. Puis, je vais augmenter le nombre de rangées de boulons. Je vais passer d'une rangée à deux rangées de boulons et je change le diamètre des boulons. Donc, je fais ça et je change aussi l'anthrax de mes boulons. Et ensuite, je vais appliquer mes modifications. Et une fois que j'ai fait ça, il faut relancer le calcul de l'assemblage pour voir, pour mettre à jour les résultats. Là, je relance le calcul de l'assemblage et je vois que l'assemblage avec les nouveaux réglages, il passe parce qu'il est à 0,76, donc un taux de travail avec une marge de 24%. Je peux éditer la note de calcul en Word. Donc là, je lance l'édition
de la note de calcul et je peux la visualiser. Vous voyez, j'ai une note de calcul de l'assemblage avec le format Word que je peux diffuser, bien sûr, ou l'utiliser dans une note de calcul plus grande avec les autorésultats. Donc, voilà comment ça se passe, la démarche du dimensionnement et l'assemblage sous robot. Donc, pour la version de cette année-là, donc la version 2024, il y a eu des améliorations du workflow, c'est-à-dire le flux de travail du lien Revit Robot. Je rappelle que le workflow entre Revit et Robot, il a changé depuis la version 2023. Donc, vous pouvez consulter, bien sûr, sur notre site le webinaire que j'ai animé, le webinaire précédent, où j'explique le fonctionnement du nouveau workflow entre Revit et Robot. Donc, ce nouveau workflow, il a été amélioré et on a mis à jour l'analyse structurelle pour intégrer les derniers Eurocode, parce qu'il y a toujours des corrections de l'Eurocode. Donc, les derniers correctifs de l'Eurocode, ils sont intégrés dans la version 2024 de Robot. Donc, je m'arrête là pour passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, je rappelle que vous pouvez poser les questions sur la section questions sur votre GoToWebinar. Merci pour votre écoute. Quelle est la différence entre Robot et Tekla? Bon, moi, je suis utilisateur de Robot et Revit. Revit, c'est un logiciel concurrent de Tekla, c'est-à-dire Tekla Structure et Revit. Tous les deux permettent de modéliser, parce que là, ce que j'ai montré, c'est le calcul de la charpente métallique sous robot. Ensuite, on peut envoyer, comme je l'ai montré dans le webinaire précédent, ma charpente sur Revit pour avoir la maquette numérique de Revit. Et de Revit, je peux envoyer la maquette vers Advanced Steel pour pouvoir avoir les plans de fabrication. Et bien, Tekla, à ma connaissance, je ne l'utilise pas, mais je sais qu'il permet de faire ce que permet de faire Revit, c'est-à-dire modéliser la structure. En fait, Tekla, c'est un peu la somme de Revit et Advanced Steel pour la charpente, c'est-à-dire il permet de dessiner la charpente, il permet de faire les plans de fabrication et d'après mes infos, il permet même de faire les calculs. Mais je ne sais pas s'il fait les calculs mieux qu'au robot ou moins mieux parce que je n'ai pas eu l'opportunité de les comparer. Donc là, une autre question. Bonjour, est-ce que toutes les caractéristiques paramétrées dans robot peuvent être retrouvées dans Revit? Ben, pour le moment, à chaque fois que j'envoie des profilés paramétrés sur robot, je les retrouve sur Revit. Mais ça dépend, parce que si je crée un robot, il permet d'utiliser les catalogues, mais si je crée une section utilisateur sous robot, là, je risque de ne pas la retrouver sur Revit. C'est-à-dire Revit, il contient déjà une bibliothèque avec tous les profilés H, I. Mais si par exemple j'ai un profilé, par exemple un PRS que j'ai paramétré moi-même dans Robot, et bien dans ce cas-là, j'ai intérêt à créer une famille équivalente sous Revit et faire le mappage entre Robot et Revit pour cela. Autre question, merci pour cette présentation. Pourriez-vous aborder les notions de flambement et déversement dans le logiciel robot et comment les paramétrer? Merci de votre... Oui. Bon, c'est vrai que là, j'ai montré la démarche de dimensionnement. Je rappelle, comme c'est un webinaire, si je voulais aller à fond dans tous les détails de dimensionnement, ça ne tiendra pas dans le webinaire. Généralement, j'aborde ça en détail dans des formations. Je rappelle que nous, on assure des formations de robots structural analysis pour la charpente métallique et pour le béton armé. Et c'est vrai que j'aborde durant la formation le paramétrage parce que le paramétrage, ça demande des explications détaillées et que les longueurs de flambement, ça dépend si c'est une structure, un nœud,
déplaçable ou un nœud fixe. La démarche, elle est longue à expliquer. Et comme je le dis souvent, un webinaire ne vous dispense pas de passer une formation pour mieux comprendre les enjeux. C'est-à-dire là, on vous a donné, comme on dit, un avant-goût du dimensionnement. Mais oui, c'est une question qui est très bien. Et ça, c'est une problématique parce que certains, ils font le dimensionnement, ils croient que c'est simple, mais c'est vrai que le paramétrage, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Bonjour. Pourquoi robot il y a une limitation de l'élancement à 210? Oui, bon, l'élancement, ça c'est une limitation de l'eurocode. Je me rappelle plus de la valeur, mais je me rappelle quand je faisais mes calculs, l'eurocode, il a des limitations de l'élancement. Donc euh, on peut pas calculer avec des élancements comme ça à l'infini euh, si on veut appliquer la démarche Eurocode. Voilà. Si on ne veut pas appliquer la démarche Eurocode, voilà, on peut faire, mais dans ce cas-là, on n'a qu'à vérifier nous-mêmes sans passer par euh, le dimensionnement qui est automatisé sous robot. Mais ça veut dire qu'on va faire un calcul non linéaire, parce que voilà, les structures élancées, les démarches de l'Eurocode, elles sont assez simplifiées pour avoir une approche qui n'est pas longue à aborder. Si on veut aller dans le non linéaire, là, il y a tout un paramétrage pour que le calcul converge. Comment rentrer les charges surfaciques? Oui, je donnais un exemple de la charge linéique, la charge concentrée. La charge surfacique, on peut la rentrer. Par exemple, là, j'ai une charpente métallique, mais j'aurais pu créer un élément qui s'appelle le bardage. Donc, l'élément bardage sous robot, il me permet de repartir une charge surfacique. Donc, par exemple, je peux créer un élément bardage. Donc, l'élément bardage sous robot, c'est un élément qui n'a pas de poids et qui permet de repartir une charge surfacique sur les éléments qui reçoivent ce bardage-là. Donc, c'est un élément en deux dimensions. C'est une surface, le bardage, sur laquelle je peux appliquer une charge surfacique. Voilà. Oui, une question, c'est quand faut-il utiliser un relâchement? Donc, je rappelle que lorsqu'on utilise un logiciel, pas seulement robot, un logiciel élément fini, quand on dessine nos éléments, les éléments sont encastrés les uns aux autres. C'est-à-dire, par exemple, si je dessine un poteau et je dessine à l'extrémité une poutre, dans les calculs éléments finis, donc ça dépend pas du logiciel, ça c'est de la façon générale, la poutre, elle est encastrée à une continuité de la matière. Et si moi, je sais que, par exemple, j'ai assemblé le poteau à la poutre, par exemple, je fais un assemblage, je boulonne les lames, mais je ne boulonne pas les semelles ou je ne soude pas les semelles, ça veut dire que je permets la rotation parce que la flexion se fait grâce à la libération de la semelle supérieure et la semelle inférieure du profilé. Donc, je sais que ça sera une articulation. Donc, c'est moi le concepteur. Suivant comment je vais pratiquer mes assemblages sur ma structure, est-ce que c'est une articulation ou un encastrement? Là, je dois relâcher ma structure, c'est-à-dire si j'ai à l'extrémité de la poutre une articulation, eh ben, j'ai intérêt à appliquer un relâchement. Sinon, le modèle, il ne va pas correspondre à la réalité de ma structure telle qu'elle sera construite. Voilà. Donc la question est, est-ce qu'un plantelage se comporte comme un bardage? Non. Un platelage métallique, il possède une rigidité. À moins qu'on applique une rigidité infinie, un platelage métallique, il possède une rigidité flexionnelle parce que voilà, il a une épaisseur, il a une rigidité, alors que le bardage, c'est un élément sous robot qui permet juste de repartir les charges surfaciques. Donc voilà le rôle du bardage. C'est un artifice, le bardage. Ce n'est pas comme le bardage qu'on entend chez les charpentiers, par exemple, qui a une certaine rigidité.
Non, le bardage au terme de robot, c'est juste un artifice, un élément qui permet de repartir les charges surfaciques, alors que si j'applique un platelage métallique, c'est-à-dire un élément coque, suivant l'épaisseur de cet élément-là, qui lui procure une certaine rigidité, une certaine souplesse, dans ce cas-là, eh ben, la répartition des charges ne sera pas la même. Donc, les profilés de type Pansé seront-elles disponibles dans les prochaines versions? Les profilés de type Pansé, ce sont les profilés reconstitués à froid. Ben ça, je l'ignore. Donc, je me suis pas. Je sais voilà que c'est les Pansé de mémoire. On a un catalogue des profilés Pansé. Je l'ai vu une fois. Mais faut que je vérifie parce qu'il me semble que j'avais déjà vu les profilés de Pansé, donc c'était Pansé ou Pansigma. Je me rappelle plus si c'était Pansé ou Pansigma. Mais bon, je l'ignore. Faut que je me renseigne pour les profilés de type Pansé s'ils seront disponibles dans les prochaines versions. Est-il possible, donc prochaine question, est-il possible de modéliser automatiquement les charges du vent sur un modèle 3D? Sinon, quelles fonctions peuvent être utilisées pour faciliter la modélisation des différentes charges sur les bardages? Bon, c'est vrai que on a un outil de génération de vent qui s'appelle vent 2D 3D, mais c'est un outil limité, c'est-à-dire on modélise un portique en 2D et si le portique il est répétitif en 3D, eh ben, on peut générer le vent à l'eurocode 2D, 3D. La limitation de robot, c'est qu'on n'a pas, pour le cas général, c'est-à-dire un portique qui n'est pas répétitif, c'est-à-dire une structure 3D quelconque, on ne peut pas générer les charges de vent à l'eurocode, mais on a un simulateur, voilà, un simulateur de vent qui permet de donner les pressions de vent. Mais on n'arrive pas avec ça, c'est-à-dire dans ce cas-là, si on veut appliquer les charges du vent, on va les appliquer de façon artisanale, on va les calculer nous-mêmes et les appliquer sur chaque surface qu'on définit. Mais pour le moment, c'est vrai que à part la possibilité de vent 2D, 3D et le simulateur de vent, pour les éléments en 3D, on n'a pas d'autre outil pour, à part le faire manuellement, à la main, pour introduire les charges de vent. Donc, prochaine question, serait-il possible de revenir sur les vérifications stabilité, phénomène de vibration, passerelle piétonne par exemple? Ah, oui, les phénomènes vibratoires de passerelle piétonne, ça c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet que je n'ai pas creusé. Je sais qu'il y a le guide du CETRA qui traite la vibration des passerelles piétonnes, mais personnellement, je n'ai pas encore abordé ce sujet-là. Donc, c'est un sujet assez spécifique. Vérifier la vibration des passerelles piétonnes, oui, il se fait suivant le guide du CETRA, donc il y a toute une démarche. Je sais que voilà, Autodesk elle a organisé un webinaire euh, qui permet de voir comment on applique la démarche vibration passerelle piétonne sous robot. Il y a déjà un webinaire disponible que vous pouvez consulter sur le site d'Autodesk sur YouTube. Mais voilà, c'est assez long comme démarche. Et il faut voilà, avoir le guide, je ne me rappelle plus, c'est un guide de 150 pages ou plus. C'est une démarche longue à vérifier. Pouvez-vous euh, nous montrer sur votre exemple un assemblage pied de poteau sur un massif? Oui, bon, je précise pour le webinaire, donc pouvez-vous nous montrer sur cet exemple un assemblage pied de poteau sur massif béton? Ben, ce que je n'ai pas précisé au début, c'est que c'est un webinaire, donc les vidéos étaient pré-enregistrées, c'est-à-dire j'ai préparé les différentes démonstrations, donc j'ai choisi un assemblage poutre-poteau.
L'assemblage pied de poteau, ben, fallait juste sélectionner le pied de poteau et faire la même démarche pour créer l'assemblage pied de poteau. Mais ce n'était pas prévu dans les illustrations de ce webinaire. Prochaine question, comment je peux générer les charges climatiques sur un modèle coq? Oui, bon, soit pour le modèle coq, on peut utiliser le simulateur de vent de robot. Ça permet de générer les charges climatiques sur un modèle coq. Prochaine question, pouvez-vous nous expliquer les paramètres de type de barre dans le dimensionnement, tout ce qui est déversement, etc. Donc, comme je l'ai précisé, parce que c'est une question qui a été déjà posée, c'est que comme c'est un webinaire, voilà, c'est pas une formation complète du dimensionnement. Une formation complète chez nous, ça dure 2 jours et pour la charpente métallique. Et là, on vous a présenté de façon succincte la démarche, mais sans aller dans les détails, parce que les paramétrages du déversement, pareil, il y a pas mal de détails à expliquer euh, pour voir comment s'applique le déversement à l'Eurocode et son paramétrage pour un projet. Donc la question, est-ce que le simulateur donne des résultats proches de l'Eurocode? Est-ce qu'il est protégé par l'Eurocode? En fait, oui, le simulateur, voilà, c'est un calcul de mécanique de fluide, le simulateur de robot. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas, parce que lorsqu'on dit on fait un calcul à l'Eurocode, parfois on essaye de valider sur un modèle en soufflerie. Eh ben, le simulateur, c'est vraiment pour simuler, c'est comme si on fait un test en soufflerie, mais de façon numérique, pour avoir les charges de vent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas de l'Eurocode. Mais voilà, ça donne une idée des charges. Donc, la question qui est posée, c'est pouvez-vous nous détailler les vérifications des poteaux au flambant dans votre exemple? Est-ce que robot a reconnu que c'était des poteaux et non des poutres? Eh bien, ça, c'est au début. Lorsque j'ai créé mes éléments, j'avais choisi des éléments type poteau et des éléments type poutre. Et derrière, j'avais déjà fait mes réglages pour suivant mes exigences, c'est-à-dire je vérifie le flambant pour les poteaux, je vérifie le déversement pour les poutres. Si je voulais aussi vérifier au flambant mes poutres, je peux aussi créer un réglage qui vérifie les poutres au déversement ou au flambant. C'est possible sur robot. Mais comme je l'ai répondu, parce que la question a été posée 2 fois avant, c'est les réglages. Voilà, c'est une partie qu'on aborde dans la formation dimensionnement des assemblages. Et là, c'est pour le temps consacré au webinaire. J'ai abordé les points qui montrent la démarche sous robot. Donc, la question suivante, dans l'icône de définition des barres, il y a des paramètres à fixer pour, par exemple, le déversement, le flambant, la flèche. Comment fixer ces paramètres? Eh bien, c'est toujours la même fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre dans laquelle on définit le type de barre. On a une partie pour le flambant, une partie pour le déversement, une partie aussi pour les flèches. Il y a même une partie pour le calcul à l'incendie. Donc ça aussi, on ne l'a pas abordé. C'est comment on vérifie un poteau s'il est stable au feu ou pas. Pareil, c'est dans la même fenêtre, on peut paramétrer tout ça. Très bien. Donc, merci pour vos questions. Donc là, je vais finir par présenter, donc comme je l'ai dit, pas mal de questions. euh, on les aborde dans nos formations. Un webinaire, comme je l'ai précisé précédemment, ne vous dédouane pas de faire une formation pour aborder, parce que pas mal de questions que vous posez là, moi je les aborde, mais sur des exemples concrets en formation. Donc nous avons un catalogue fourni, que ce soit pour les formations robots ou pour les autres logiciels comme Revit, Advanced Steel, Forma,
Et nous avons plus des supports de cours, des exercices, il y a plus de 25 600 pages pour les cours et les exercices, 64 programmes de formation. N'hésitez pas de regarder nos catalogues sur notre site, le site de notre société, REFSA. Il suffit juste de taper REFSA sur Google, vous allez tomber sur notre site web. Il y a nos catalogues de formation, les détails de ce qu'on fait, et il y a même les liens vers les webinaires précédents que vous pouvez consulter. On a abordé plusieurs sujets sur pas mal de logiciels et on aura aussi d'autres webinaires, c'est-à-dire j'avais déjà animé par exemple sur Robot le webinaire où on voit le flux de travail entre Revit et Robot. Il y aura de futurs webinaires, donc n'hésitez pas aussi de regarder sur notre site le programme des prochains webinaires où on aborde d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Et je finis par vous dire merci pour votre participation et à bientôt.